Bonjour Lucie, Salut Jordan. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de passer à mon micro. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Oui, donc je m'appelle Lucie Bouchet, j'ai 35 ans et je suis issue du secteur culturel où j'ai commencé à travailler très tôt à 17 ans en tant qu'apprentie. Et donc je mène, c'est la raison pour laquelle on s'est rencontrés, je mène des recherches sur les pratiques de cumul d'activités depuis 2017. Mmh. Alors c'est vraiment très succinct parce que effectivement quand je vais sur ton profil, LinkedIn et que je vois tout ce que tu fais et que tu te considères aussi tu te décris comme une slasheuse, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toutes Ouais, bien sûr. les différents rôles et casquettes que tu t'attribues? Alors, sur le plan professionnel, en dehors de mes recherches, j'exerce dans deux domaines principaux. Le premier, c'est celui de la transformation écologique et sociétale du secteur culturel. Et le second domaine concerne plutôt des activités de commercialisation au travers de gestion de systèmes d'information. Pour être un petit peu plus clair, on va parler de casquettes. À l'intérieur de ces deux casquettes, j'exerce plusieurs métiers, plusieurs fonctions. C'est-à-dire que je suis formatrice auprès de publics professionnels en activité, auprès de publics étudiants dans le supérieur. J'exerce aussi des activités de conseil. Il m'arrive par ailleurs d'animer, de modérer et voire même de programmer des rencontres professionnelles dans un certain nombre d'événements et notamment dans celui des Biennales internationales du spectacle qui se trouve à Nantes et au sein duquel je programme depuis 2010 un espace consacré au développement durable appliqué au secteur donc culturel et plus spécifiquement des esthétiques du spectacle vivant. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais de ma vie professionnelle. Et en parallèle de tout ça, j'ai repris mes études en 2017, puisque je le disais tout à l'heure, j'ai été apprentie. Quand on est apprenti, on intègre assez vite le monde professionnel et donc on n'a pas forcément l'occasion de monter en niveau d'études. Ce qui fait que je me suis retrouvée après plus de 8 ans d'expérience professionnelle avec un simple, entre très gros guillemets, niveau de bac+3, ce qui devenait problématique dans les esthétiques culturelles, puisque très rapidement, si on veut prétendre à des fonctions d'encadrement, il faut avoir un bac+5. Donc j'ai repris mes études à Dauphine et dans le cadre de ces études-là, on m'a demandé de réaliser un premier mémoire que j'ai choisi de consacrer aux slasheurs de la culture. Ce mémoire-là, dont on pourra reparler derrière, il a été une sorte de révélateur à la fois pour moi et aussi pour mes pairs, puisque c'est un sujet qui n'était pas très connu, pas très discuté dans ma profession à l'époque, donc en 2017-2018. Immédiatement, j'ai reçu énormément de propositions d'intervention dans des espaces où on ne me connaissait pas forcément au travers de mes autres activités professionnelles. Donc, on venait vraiment me chercher pour les fruits de ce mémoire. Et donc, je passe un peu sur les étapes de ma vie professionnelle. J'ai continué à travailler, à monter d'ailleurs en responsabilité. Mais ce thème des slasheurs, des plus réactifs, en fait, il m'a pas lâché. Il est resté chevillé à la fois à mes réflexions professionnelles en tant qu'individu, mais aussi chevillé à mon activité et cette question de la thèse s'est posée en fait à l'issue de mon premier mémoire. La directrice qui encadrait mes recherches à l'époque, Carole Lerendu, m'a très rapidement posé la question de l'idée de faire progresser ces travaux de recherche jusqu'à la thèse, puisque, je le rappelle très rapidement, un mémoire, c'est 3-4 mois, une thèse, c'est plutôt 3-4 ans, quand c'est pas plus dans certaines circonstances. Et donc, ce mémoire a été suivi d'un second mémoire qui, lui, pour le coup, me permettra, si tout va bien, dans probablement 3-4 mois, de commencer une thèse sur le cumul d'activités. Et on touche du bois pour toi. J'espère que Merci. ça se fera dans de bonnes conditions et comme tu le souhaites. Merci. Donc c'est d'une certaine manière aussi ton parcours qui a, suscité ton intérêt pour cette thématique et ce alors, je parle de on parle de phénomène de slashing, mais c'est pas quelque chose de récent, mais c'est peut-être aussi, une réponse à
au changement du rapport au travail qui s'est opéré depuis peut-être 2020 et qui était déjà un petit peu en train de s'opérer, juste avant 2020, mais dont la crise sanitaire a tout amplifié? Oui, alors pour répondre aux deux parties de ta question, effectivement, le premier mémoire, il a été suscité par l'envie de rencontrer mes pairs. C'est-à-dire que je rentre pas dans le détail, mais j'ai passé les 10 premières années de ma vie professionnelle à culpabiliser et à avoir beaucoup de scrupules à l'idée d'avoir plusieurs casquettes professionnelles au sein de mon secteur culturel. Le fait de n'avoir pas que des activités conventionnelles, c'est-à-dire de la billetterie, des activités de relations publiques, voire de production, mais de choisir aussi de faire ce qui était à l'époque assez novateur, c'est-à-dire des activités concentrées sur la gestion de cette transformation écologique. Pour moi, c'était un marqueur de déspécialisation et donc une sorte de marqueur de ma non-légitimité et de mon non-professionnalisme à l'égard de mes pairs. Euh, quand je fais ce premier mémoire à Dauphine, on nous a clairement dit, du moment que vous pondez un mémoire, vous aurez votre master. Donc, bon, si je passe sur le caractère très démotivant de cette phrase, ça m'a aussi permis de trouver dans cette phrase un grand espace de liberté et de me dire, bah, en fait, ce mémoire, il faut qu'il me serve à moi, il faut qu'il me permette de me faire plaisir et de me faire avancer sur le plan de ma posture professionnelle. Et donc, mes recherches ont commencé avec l'idée de voir si j'étais une exception qui confirmait la règle dans mon secteur ou si au contraire, j'étais, au même titre que d'autres personnes qui m'entouraient, une sorte de signal faible d'une situation plus générale. Et donc, effectivement, ce mémoire m'a permis de me rendre compte que dans le secteur culturel, on est plutôt 1 sur 10 minimum à être plus réactif qu'une exception qui confirmerait la règle. Et donc, pour revenir sur la deuxième partie de ton propos, effectivement, ce qui est très paradoxal avec le cumul d'activités professionnelles, c'est que euh, depuis le premier article de recherche qui date de 68, sauf erreur de ma part, sur le cumul d'activités, on a tendance à considérer que le cumul est un marqueur des dynamiques professionnelles à l'œuvre de l'époque où on l'étudie. Or, le cumul d'activités, il est pratiqué d'une manière ou d'une autre depuis la fin du Moyen Âge. En tout cas, les traces qu'on trouve dans les articles des historiennes et historiens remontent jusqu'à la fin du Moyen Âge. Donc effectivement, on n'est pas du tout sur un phénomène contemporain. Ce qui pourrait, en revanche, relever d'une certaine contemporanéité, c'est le fait de choisir sa situation de cumul, voire même d'y être appelé par une envie d'épanouissement professionnel, par une forme de multipotentialité, je crois que c'est un terme que tu utilises beaucoup dans ton travail, qui, elle, pour le coup, est peut-être plus révélatrice des attentes des individus à l'égard de leur activité professionnelle actuelle. Mais effectivement, c'est ni contemporain, ni spécifiquement innovant en tant que tel. Et là, tu utilises le terme slasher, mais parce que, bah, tu m'avais envoyé ton mémoire de recherche, que j'ai lu et aussi, un petit peu relu donc parce que j'ai voulu me remettre un petit peu dans le bain. Mais tu parles à un moment dans ton mémoire de recherche que le terme slasher, il n'est pas reconnu d'un point de vue académique et que vous utilisez plutôt, le terme cumulateur, cumulatrice. C'est Alors, bien ça? effectivement, un des marqueurs de cette pratique du cumul d'activités, c'est qu'elle est désignée de par le monde académique et le monde professionnel par une multiplicité de terminologies. Comme je le disais tout à l'heure, un mémoire, c'est 3 mois. Je n'ai pas forcément eu l'opportunité de creuser de manière exhaustive la Mmh. question des terminologies. En revanche, sur la base du seul travail déjà produit, je peux te confirmer qu'on est à plus d'une douzaine de terminologies dans le monde pour parler de cumul d'activité. Le plus connu en France, ce serait le terme de pluriactivité. Mais on va aussi parler de polyactivité, on va parfois parler de diversification, on va parler de bivalence dans des articles historiques. On a effectivement ce terme slasher dans le monde académique anglo-saxon, ou plutôt anglophone. On utilisera quasiment jamais le terme de slasher hein. Sur la centaine d'articles que j'ai lus pour mon second mémoire, j'ai trouvé, je crois, 1 ou 2 fois le terme slasher.
En revanche, les termes qui font consensus, on va dire, ou qui sont le plus usités dans ce monde de recherche anglophone, ce seront les termes de moonlighters et de multiple job holders. Donc, le fait très cliniquement hein, de détenir plusieurs emplois. Ce qu'il est important d'avoir à l'esprit tout de suite, avant de parler du terme slasher, c'est que ces différentes terminologies, et encore, hein, je ne suis pas rentrée dans tout le détail, mais certains articles parlent de blue moonlighting, de quarter moonlighting. On a certains articles qui parlent de side hustlers. Le terme hustlers, il est quand même assez connoté, hein, comme tu peux l'imaginer si Mmh. tu parles un peu anglais. Euh, donc oui, je disais une grande variété de termes, mais qui ne se recoupent pas intégralement en termes de définition. La pluriactivité, par exemple, qu'on trouve encore un petit peu dans les articles anglophones, elle va parler du fait de détenir plusieurs activités, dont au moins une serait salariée. Sur le terme de moonlighting, multiple job holding, holders, on est à peu près sur les mêmes définitions. En revanche, quand on parle de slashing, on est d'ores et déjà dans une forme j'allais dire de revendication, mais le terme est peut-être trop fort. En tout cas, le fait de se présenter comme slasher induit un caractère choisi du cumul d'activités. On ne va pas parler du chauffeur Deliveroo en disant que c'est un slasher, ou alors c'est Mmh. qu'on n'a pas trop compris de quoi on parle. Donc, pourquoi je te dis tout ça? Parce que sur le plan académique, cette multiplicité de termes et de termes qui ne se recoupent pas, elle pose une vraie difficulté pour mesurer l'ampleur générale du phénomène. Je donne un exemple très concret. Puisque la plupart des terminologies que je viens d'évoquer vont se rattacher à une forme spécifique statutaire d'exercice d'emploi, notamment salarié, euh, on va passer à côté de certaines réalités de cumul d'activités. Je vais prendre un exemple concret. Un, un- un psychologue donc, qui, par définition, la plupart du temps, n'est pas salarié, qui serait par ailleurs artiste-auteur, écrivain, par exemple, ou écrivaine, va relever de deux professions qui, dans leur essence, sont des professions non salariées. Et ben, cette situation-là, on ne la retrouvera jamais dans les chiffres de l'INSEE qui va suivre la pluriactivité, donc l'exercice d'au moins une activité salariée. Et donc, tu comprends très rapidement avec ce que je viens de t'expliquer qu'on passe à côté de pans entiers de personnes et de situations d'individus qui, bien que en situation de cumul d'activité, ne se retrouvent pas dans les statistiques. Donc, ça pose une vraie problématique pour te dire, par exemple, aujourd'hui, quelle est la réalité de ce phénomène. En Mmh. revanche, on peut d'ores et déjà dire qu'en 2019, sur la seule base des personnes qui exerçaient au moins une de leurs activités de manière salariée, on est quand même à 8,9% des actifs de ce pays. Et donc, on n'est pas, une fois de plus, hein, sur une paille et sur une bagatelle. Donc on parle bien de personnes, qui vont cumuler plusieurs activités avec, des raisons bien particulières, des aspirations ou des ambitions bien spécifiques, donc qui sont dans le cumul d'activités voulues. Et parce que comme tu parlais de Uber ou des Deliveroo, où là, peut-être, on va plutôt être sur un cumul d'activités, peut-être subi ou par manque de, compétences ou pour être dans la complémentarité financière de quelque chose d'autre, et cetera. Mais Dans en les 8,9% que j'évoquais là, on Mmh. est sur une statistique de l'INSEE qui observe de manière froide et statistique, statutaire même, devrais-je dire, des situations de cumul d'activité. Il n'est pas ici question de caractère choisi ou subi des différentes activités. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas forcément à l'endroit de l'INSEE qu'on pourrait avoir ce genre d'informations. Donc, non, on ne peut pas dire aujourd'hui que ces 8,9% des actifs et actifs de France exercent de manière choisie ou subie. Donc le chauffeur des Deliveroo, qui, sauf erreur de ma part, pour le moment, reste dans un exercice sous forme de micro-entreprise, hein. Il me semble que les différents procès qui ont eu lieu n'ont pas encore obtenu la requalification automatique en situation de salariat. Donc déjà ne sera pas dans ces chiffres des 8,9%. Et effectivement, recouvre, je pense, hein, dans la quasi-totalité des situations, une situation plutôt subie.
Mmh. Mais donc, je me rends compte que j'ai pas pleinement répondu à ta question. Effectivement, dans le second mémoire que j'ai réalisé, qui lui se positionne depuis la perspective des organisations, c'est-à-dire que j'ai donné la parole à peu entre 25 et 30 encadrantes et encadrants, top managers, managers de proximité d'organisation, et je leur ai demandé de me parler au travers d'une grille de questions de la manière qu'ils et elles avaient d'envisager, d'appréhender des situations, des profils de personnes cumulant des activités au sein de leurs effectifs. Euh, pour en fait parler de cette situation de cumul en me dégageant de toute question le plus possible, de toute question statutaire, j'ai proposé dans ce second mémoire ce terme de cumulateur, cumulatrice, qui n'existe pas encore dans la littérature académique, mais qui, en tout cas, propose humblement la possibilité de se dégager de ces questions statutaires qui, bien souvent, ont tendance à, comment dire, à empêcher de rentrer dans les enjeux purs et essentiels du cumul au bénéfice de discussions assez, euh, comment dire, assez pratico-pratiques et parfois, hein, pas tout le temps, mais parfois assez individuelles. Ces questions-là sont intéressantes, hein, je les mets pas en marge. Je dis juste que, au vu de l'état actuel de la littérature académique dans le monde, on manque encore trop de recherches, on va dire essentielles, fondamentales, je ne sais pas comment l'exprimer, sur les problématiques que posent et que soulèvent les profils cumulateurs et cumulatrices à l'intérieur des organisations, avant même de se dire si ils et elles sont salariés, auto-entrepreneurs, etc. Mmh. Tu parlais tout à l'heure, alors il y a plusieurs choses, hein, parce que je t'écoute parler et du coup je note aussi, Mhm, tous les points que j'ai envie d'aborder avec toi parce que tu parlais à un moment heu, de l'aspect, enfin du monde culturel et ça m'a renvoyé à ma première expérience en tant que coordinateur, d'événements. Donc j'organisais un événement et c'était avec, sous la direction de quelqu'un d'autre, en lien avec, une boîte et moi ce qui m'avait plu dans cette première expérience et que j'ai recherché dans les autres expériences, c'était la diversité des tâches et le fait aussi de cumuler plusieurs, rôles, plusieurs casquettes. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que tu viens aussi du monde culturel, qui est un domaine que moi je connais très bien, parce que j'ai un frère aussi qui est intermittent du spectacle et qui est ingénieur lumière. Donc je connais très bien aussi ce domaine-là. Et forcément, il travaille par intermittence. Pendant un moment, il travaillait en fonction de certains, de son réseau, des groupes qu'il accompagnait pour faire des tournées européennes, etc. mhm, Mais aussi, il intervenait pour des concerts dans la région. Donc il y avait certaines salles qui le missionnaient. Donc le fait d'avoir vu aussi mon frère travailler sous cette, on va dire, cette forme de travail ou configuration de travail, mhm. bah, ça m'a aussi, moi, d'une certaine manière, donné envie de retrouver cette alternance de différents rôles que tu peux avoir durant, ton travail, mais aussi de ne pas être, constamment à fond dans le même environnement de travail et de toujours avoir le même employeur et de toujours être sur les mêmes compétences ou les mêmes tâches, et cetera, et cetera. Donc, est-ce que, à la base, il y aurait pas eu et on parlera ensuite après des facteurs, hein, qui ont amplifié, tout Mhm. ce «phénomène» entre guillemets, mais, est-ce que à la base, dans le milieu culturel, c'est pas une norme de devoir, multiplier les différents rôles comme tu t'en parlais tout à l'heure avec, le fait d'être à la fois, au guichet, mais aussi d'être sur tout ce qui est relations publiques, peut-être coordination de la logistique et cetera, et cetera? Alors, il y a plein de choses dans ce que tu viens d'évoquer, Oui, c'est mais j'ai du coup, c'est l'habitude. passionnant. La première chose que ça m'inspire, c'est peut-être effectivement un point de vocabulaire et un point important à évoquer à ce stade de nos échanges, c'est que la pluriactivité, c'est une chose différente de la notion de polyvalence. Beaucoup de personnes que je rencontre et que j'ai rencontrées dans le cadre des deux mémoires, à un moment m'ont sorti l'idée que oui, mais bon, on est tous un peu slasher, on est tous un peu plus Mmh. réactifs parce qu'on fait plein de choses dans nos différents métiers. Euh, c'est une notion intéressante, mais ça ne recouvre pas la notion de pluriactivité. Le caractère très divers et très polyvalent de la fonction que j'occupe au sein de telle ou telle organisation, culturelle ou pas, n'a absolument rien à voir avec le fait d'appartenir
ou de s'appartenir au travers de la micro-entreprise, par exemple, à différentes organisations professionnelles. C'est bien 2 choses différentes. Donc ça, c'est le préalable. Par ailleurs, effectivement, la chose dont on parle très souvent quand on évoque les travaux du cumul d'activités, c'est de l'intermittence du spectacle. Alors, pareil, première précaution, intéressante à évoquer là, en France, le terme de pluriactivité, à la base, il a 2 acceptions. Il recouvre 2 acceptions. La première, c'est donc celle que j'évoque, depuis le début, hein, le fait d'exercer, différents emplois, et la seconde, c'est le fait d'exercer un emploi donné auprès de multiples employeurs. Cette, seconde acception, moi, je l'utilise pas trop parce qu'une fois de plus, comme ce que je disais sur les terminologies tout à l'heure, elle a tendance à flouer et à flouter complètement le débat. Oui, bien sûr. En revanche, elle est quand même intéressante parce qu'effectivement, quand on pense à l'intermittence, parfois on peut se dire, «Oui, mais du coup, on peut faire plein de choses», voilà. Là, on rentre exactement dans ce que je disais tout à l'heure sur le caractère statutaire, parfois, de certaines discussions, et c'est encore ce qui s'est passé, sur ma dernière rencontre, avec des personnes sur ce terme-là. Le régime, de l'assurance chômage qui permet, l'intermittence du spectacle, est en effet un superbe écrin statutaire qui permet de faire advenir une forme de pluriactivité professionnelle. Prenons un exemple très concret. Mon compagnon, jusqu'à il y a 2 ans, a été, intermittent du spectacle pendant très longtemps. À l'intérieur de ces, largement plus de 507 heures, qu'il devait réaliser pour pouvoir prétendre, à ce régime spécifique de l'assurance chômage, il exerçait principalement la fonction d'ingénieur du son, mais pour d'autres tournées et pour d'autres projets, il était aussi, par exemple, tour manager ou régisseur général, en tournée, ou voire même régisseur général d'accueil, c'est-à-dire qu'il accueillait dans un équipement, culturel, en l'occurrence, l'UBU à Rennes, des groupes en tournée, et c'était lui qui les accueillait sur le plan technique, sur le plan humain, sur le plan logistique. Hem, mais l'exemple que je viens de donner avec celui de mon compagnon ne correspond pas au quotidien de tous les intermittentes et intermittents du spectacle. Une grande partie de ces intermittentes et intermittents exercent sous le régime de l'intermittence, une seule et même fonction. En fait, ils sont monoactifs à l'intérieur d'un régime qui est vraiment lié à une histoire, de succession, courte, enfin, d'activités, sur des plages, annuelles de travail. Donc c'est vraiment, bien 2 choses différentes qu'il faut avoir en tête. Une grande partie des intermittents du spectacle sont intégralement monoactifs, en tant que, régisseuse, régisseur, technicien, technicienne vidéo, actrice, chanteuse, interprète, chanteur, interprète, et cetera. Je pense que tu as compris, l'idée. Oui, Je tu fais bien de repréciser justement pour pas mal de personnes qui peut-être pour l'ensemble, on va dire, de la population, intermittent du spectacle, la plupart du temps aussi, ils l'associent à certains métiers, notamment, la télévision. Ce qui a Oui, tout à d'ailleurs fait. été, source de discorde et de réforme en 2003 ou 2004, je ne sais plus exactement, mais il y avait déjà une réforme sur l'intermittence du spectacle. Mais bon, enfin, Mmh. tu fais bien en tout cas de repréciser, la chose par rapport à ça, mais et de faire le distinguo peut-être entre, donc, la personne qui va cumuler plusieurs métiers et quelqu'un qui, au sein d'une forme de travail comme, l'intermittence du spectacle, qui va peut-être alors, avoir différents employeurs. Enfin, tu fais Ou bien en tout cas différentes de repré activités. Ouais, ouais, différentes tout à fait. activités, exactement, ouais, ouais. Et pour en venir, vis-à-vis du cumul de jobs, le cumul d'activités et notamment toi dans ton travail, parce que tu parlais d'organisation, donc tu parlais principalement d'entreprise Oui, tout à fait. et dans ces entreprises. D'entreprise, pardon, je te coupe, d'entreprise, mais dans l'échantillon que je suis arrivée à réunir, dans ce temps très court, hein, des 3 mois pour le second mémoire, j'ai, des entreprises, des associations, Oui. j'ai aussi une multinationale, qui elle, pour le coup, a été, anonymisée à la demande de la personne que j'ai rencontrée. J'ai des tout petits collectifs et des grandes structures, voilà. Mais j'ai essayé, le plus possible d'avoir des typologies d'organisation assez différentes. Et alors, comment est-ce que ça a été perçu globalement?
Alors, ce qu'on peut, la grande surprise, entre guillemets, hein, de mon point de vue, je suis obligée, par honnêteté intellectuelle avec toutes les personnes qui ne prendront pas le temps de lire le mémoire, de préciser que, dans un travail de recherche quel qu'il soit, mais a fortiori quand on n'a que 3 mois pour le produire, on peut être amené parfois à avoir ce qu'on appelle des biais, ou des limitations, sur la portée, de la recherche qu'on propose. Mon «biais» entre guillemets, c'est que, certaines organisations que j'ai sollicitées, n'ont, pas répondu ou n'ont pas souhaité, être entretenues. Ce qui fait que malgré mon souhait de réunir, le plus vaste échantillon en termes d'organisation, mais aussi en termes de domaine d'activité, je n'ai par exemple pas été en mesure sur ce laps de temps très court, d'entretenir, ce qu'on appelle le milieu de la banque assurance. Donc j'aurais adoré savoir, comment, les profils cumulateurs sont appréhendés par, le Crédit Agricole ou la BNP Paribas, voilà, que sais-je. Hem donc ça, c'est un 1er élément que je voulais donner. Du fait d'avoir eu certaines difficultés à approcher, une partie de cet échantillonnage, il y a forcément une forme de couleur qui a été donnée aux personnes que j'ai rencontrées. Ces précautions étant faites, la première surprise, donc je le disais, de ce travail, c'est que en fait, on trouve des profils, cumulateurs, dans la quasi-totalité des organisations que j'ai rencontrées. Que je ne connaissais donc, pas pour, la plupart, ou en tout cas pour lesquels j'avais pas, effectué de travail préalable pour savoir si oui ou non il y avait des profils plus réactifs à l'intérieur des organisations. Donc ça, c'est la 1re chose. La 2e conclusion, c'est que, à quelques rares exceptions, en termes de dispositifs de gestion, les situations de cumul d'activités au sein des organisations rencontrées, elles le sont de manière très informelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas, au travers de la chaîne d'outils de gestion, hein, depuis les outils utilisés pour le recrutement des individus jusqu'à, la négociation de leur départ éventuel, en passant par, les formalités d'évaluation professionnelle, les demandes de congés, la gestion du temps de travail, et cetera. On n'a pas d'outils de gestion qui soient, prévus pour, accueillir et être en capacité de gérer cette situation-là. Pour mémoire, hein, cette situation, que j'évoque, c'est, comment dire? La cousine, du temps partiel, du congé sabbatique, voilà, des situations de gestion RH, qui nécessitent, certains dispositifs de gestion. Il y en a plein d'autres. Hem et donc, cette situation du cumul d'activités n'existait pas dans les organisations, rencontrées. L'autre, élément intéressant, c'est que, et là pour le coup, c'est bien à mon corps défendant, la grande majorité des individus auxquels je me suis adressée sont eux-mêmes des cumulateurs et cumulatrices. Je donne 2 exemples, qui me semblent, assez, marquants de ce que j'essaye d'évoquer là. Je me doutais pour certaines personnalités, aussi parce qu'elles émanaient du secteur culturel de près ou de loin, qu'il y aurait, possiblement une forme d'ouverture d'esprit au cumul d'activités puisque tu le disais, c'est assez pratiqué dans le secteur culturel, par, nécessité ou par, opportunité. Mais il y a aussi, certains individus auxquels je m'adressais en n'ayant absolument aucune espèce de possibilité de me douter qu'on aurait des cumulateurs ou cumulatrices, que j'aurais, ces profils-là face à moi. Donc 2 exemples pour évoquer, cet élément-là. Hem, le premier, c'est, donc un patron d'imprimerie, qui est donc vraiment une entreprise familiale, dans le bassin nantais, qui m'affirme pendant l'entretien que ces profils cumulateurs, ça l'intéresse pas. Lui, il y voit plutôt, des difficultés, pour rester poli, et que, il a déjà tellement de mal à recruter, des profils que, s'il devait, sur une activité qui est gérée de mémoire en 2/8, absorber des contraintes supplémentaires, ce serait vraiment une galère supplémentaire. Et puis bon, comme c'était prévu dans ma grille, d'entretien, je lui demande quand même si lui, il lui est déjà arrivé de cumuler des activités. Donc au début, il me dit: «Non, non», et puis il finit quand même par m'expliquer, au détour d'une phrase sur sa situation personnelle, qu'en fait, depuis ses 18 ans, on parle de quelqu'un qui a 50 ans, environ,
Depuis ses 18 ans, avec sa compagne, il rachète des logements pour les rénover afin de constituer une sorte de capital qui leur permette d'améliorer leur confort de vie. Et surtout, c'est là où ça devient intéressant, de ne pas toucher aux fruits du travail et du labeur de l'imprimerie et de réinvestir la totalité de cet argent généré par le travail de l'imprimerie dans l'investissement de cette entreprise. Quelle ironie! Donc là, Mmh mh. je lui dis, enfin, excuse-moi, mais en termes de profil cumulateur, tu es quand même le parfait exemple de de ce que d'aucuns pourraient appeler du hobby quand il s'agit d'aller peindre Mmh. chez les copains le week-end. Là, on est quand même sur une activité qui non seulement est sérieuse, longitudinale à l'échelle de leur vie, à tous les deux, mais qui en plus prend quand même une place importante, hein, tous les week-ends, les vacances, les jours fériés. On n'est vraiment pas sur quelque chose de non organisé. Ça, c'est le premier exemple et le second, là, on est plutôt dans une entreprise, du secteur digital et on va dire du milieu des CRM, qui est implantée dans plusieurs pays, dans le monde, et donc la personne à qui je m'adresse se trouve en Espagne et donc pareil, il m'indique, que bon, le profil cumulateur, s'il en a eu une fois à un moment, c'était un profil stagiaire, mais que c'était pas particulièrement intéressant. Et pareil, il m'indique qu'en fait, avec sa compagne, ils ont acheté comment dire? Une vieille ferme dans la campagne espagnole pour en faire un gîte. Et donc pareil, je lui dis: «Mais ce gîte, il va bien falloir le gérer. Comment vous envisagez les choses par rapport à tout ça?» Et spontanément, alors que je n'avais pas évoqué la question, il me dit, en fait, qu'il va, cumuler son activité, de manager au sein de cette, structure, qui en plus est très dynamique, hein. Ils sont en train de racheter, comme ils grossissent, ils rachètent, leurs concurrents, donc il a un gros travail de gestion, de la culture d'entreprise à mener. Et que, lui comme sa compagne, pour l'instant, ne se projette pas, dans la question du choix, d'activité professionnelle, que pour l'instant ils gèrent les 2 et qu'ils verront bien où ça va les mener. Pareil, ces 2 profils que je viens d'évoquer, contrairement à d'autres, qui avaient, peut-être une forme d'introspection sur leur situation professionnelle, ces 2 profils n'avaient en aucun cas envisagé une seconde qu'ils étaient eux-mêmes des cumulateurs. Et là où je veux en venir, c'est que, si ça s'est produit avec ces individus-là, j'ai aucune espèce de doute sur le fait que ça va se reproduire dans mon travail de thèse. Mais ça montre aussi que ce qui est intéressant, et ce qui est assez, profond dans l'analyse de cette forme de déviance professionnelle au sens de Becker, qu'est, la situation du cumul d'activité, c'est qu'en fait, elle interroge la notion même de ce qui fait travail et de ce qui ne fait pas travail. Je pense sincèrement que ces 2 personnes que j'ai rencontrées sont convaincues quand elles me répondent qu'elles n'ont qu'un seul travail. On n'a pas eu l'occasion dans les échanges d'aller plus loin parce que c'était pas l'objet de mon mémoire, mais ce serait, absolument passionnant de leur faire exprimer, la substantifique moelle de ce qui fait que pour eux, ces activités qui leur prennent une grande partie de leur temps, disponible pour leur vie familiale, privée, leurs hobbies, et cetera, est dévolue à ces activités-là et pourquoi ils ne considèrent pas cela comme un travail. Mmh. Donc de ce que tu me dis, à travers ces 2 exemples et de ce que je comprends et tu me dis si je me trompe, mais ça dépend aussi de la perception que la personne se fait du travail en soi, quoi et qu'elle considère être comme, un travail qui est rémunérateur, une activité qu'il ne considère pas comme un travail, mais qui peut être aussi source de revenus. Donc tout dépend de la perception que la personne se fait du travail en général, quoi. Oui mais pour le coup, comme j'ai fait le choix sur le second mémoire et que je fais aussi le choix sur la thèse de me concentrer à cette perspective encore très peu usitée des organisations sur le cumul d'activités, je ne vais pas, forcément avoir l'opportunité de te répondre dans les mois à venir, mais il est absolument certain que cette question de ce qui fait travail et de ce qui ne fait pas travail va être au cœur, d'une partie des recherches qu'il serait bon de mener sur le sujet puisque, si je reprends, les conclusions du premier mémoire, dans ce premier mémoire, une des choses qui ressortait, c'était justement, le fait que les différents individus, donc pareil une trentaine que j'ai rencontrés, et qui avaient tous au moins une activité dans le secteur culturel, voire plusieurs, m'indiquaient avoir de très fortes attentes à l'égard de leur activité professionnelle. Les attentes relationnelles, des attentes en termes de plaisir d'apprentissage, ce qui est,
Intéressant. Alors, on n'est pas rentré dans ce détail avec les deux personnes, donc je ne veux pas placer mes idées dans leur bouche, mais on voyait bien, en tout cas pour ce qui est de l'imprimeur que j'évoquais, que euh, son activité semble le rendre heureux. En tout cas, on pourrait pas juste résoudre, fermer la porte et se dire, ben, il considère pas que ce soit du travail parce que ils en dégagent du plaisir et de l'apprentissage. Sinon, il se considérerait comme cumulateur. Mmh. Et à l'inverse, j'ai pas eu l'impression de rencontrer de profils qui étaient malheureux dans leur activité principale et leur activité à temps plein. Mmh. Bah, c'est bien ça Euh, parce que ça va me permettre de faire une très bonne, transition, une très bonne passerelle par rapport à ce que je voulais aborder, ou qu'on a abordé tout à l'heure quand j'avais une double question vis-à-vis du changement du rapport au travail et que, s'il y a autant de personnes qui peut-être aujourd'hui peut-être, hein, je dis bien parce mhm, que j'ai encore vu une étude du salon des micro-entreprises, donc le salon SME, qui avait fait, une étude en 2016-2017, quelque chose comme ça, comme quoi il disait qu'il y avait 4,5 millions de personnes qui cumuleraient, plusieurs, métiers en France et qui ont refait cette étude-là dernièrement, mais je suis pas allé regarder plus en détail. mhm, Et que d'ailleurs, hier, ils ont fait à 11 heures une webconférence et que malheureusement, j'avais un rendez-vous à ce moment-là, mais j'aurais bien ça aurait pu faire aussi, une matière à réflexion pour, notre échange. mhm, Ce qui veut dire que là, ça m'amène à la question de qu'est-ce qui t'amène à cumuler et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est probablement en lien avec le changement du rapport au travail. Mais comme tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendus compte pendant le confinement: «Tiens, j'ai une famille, tiens, j'ai, des enfants, tiens, bah, j'ai un chez moi». Peut-être parce qu'ils s'impliquaient énormément, parce que peut-être ils étaient très engagés aussi, dans leur travail et que le fait d'avoir la tête dans le guidon tout le temps, peut-être t'a fait reconsidérer d'un point de vue tes priorités, aussi bien professionnelles que personnelles. Comme tu en parlais aussi de l'équilibre vie pro perso, on en parlera ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne aujourd'hui va se mettre à cumuler? Parce que comme tu l'as dit, il y a la notion d'apprentissage, donc de développer des mm. compétences. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va, se mettre à cumuler plusieurs jobs? Alors, je ne peux pas répondre à cette question sans prendre deux précautions. La première, c'est d'indiquer que on n'est pas tous égaux devant les Ça, c'est facteurs sûr. qui mènent au cumul d'activités. C'est-à-dire que très clairement, il y a une frontière euh, pas, enfin, qui est dans une certaine manière parfois poreuse, puisque, enfin, pardon, je finis mon idée et je la développerai après. On a forcément des individus qui y sont poussés et des individus qui y sont appelés. La différence que je ferai entre les 2 et qui correspond à, pour les personnes que ça intéresse, il y a une seule revue de littérature systématique sur tous les articles, de recherche en matière de cumul d'activités. Une revue de littérature systématique, c'est un outil académique qui va permettre, de confronter les résultats de recherche d'un grand nombre de publications, en l'abordant avec une question en général, ou un angle, assez précis pour permettre d'opérer une sorte de synthèse des recherches. Des revues de littérature systématique, il y en a plein sur tout un tas de sujets, mais sur le cumul d'activités, pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, il n'y en a qu'une seule qui date de 2020 et qui a été publiée par Campion et Al. Et donc, Campion et ses collègues chercheuses ont établi que cette frontière principale entre les personnes qui sont poussées et les personnes qui sont appelées va s'illustrer au travers d'un certain nombre de facteurs prédictifs. Et forcément, la situation, l'éventuelle précarité financière fait partie de ces éléments-là. Euh, mais pour autant, on ne peut pas forcément établir avec précision ce qui fait que les individus se jettent dans le cumul d'activités. Ce que je peux te dire sur une recherche que je maîtrise encore plus précisément, puisque c'est moi qui l'ai menée, sur mon premier mémoire dans le secteur culturel. Alors, j'ai pas forcément posé la question frontalement de pourquoi vous cumulez des activités. On était plutôt sur des entretiens fleuves, entre guillemets, de parcours. En tout cas, sur le profil des individus que j'ai rencontrés, on observe quand même dans l'essentiel des profils, y compris sur les activités, on va dire administratives, hein, donc il n'y a pas que des artistes et techniciens, techniciennes dans mon échantillon,
On identifie un fort rejet de la stabilité. La stabilité, ça va être quoi? Ça va être le temps plein, les horaires de bureau, le CDI. En gros, j'ai notamment une des personnes que j'ai rencontrées qui m'indique le jour où j'ai quitté mon CDI, j'ai eu l'impression de quitter mon mec. On est quand même sur une forme d'élément qui permet d'indiquer à quel point on peut avoir le sentiment de quitter quelque chose de normatif quand on s'éloigne de ces éléments qui font force de loi hein, sur l'organisation du travail en France aujourd'hui. Il y a un rejet de la routine et de l'ennui hein, également. Et dans les attentes, c'est là où peut-être on peut commencer à identifier des profils un peu différents à l'endroit des personnes qui cumulent des activités. Il y a ce que je disais tout à l'heure hein, sur ce rapport au plaisir, à l'apprentissage, à la découverte, une certaine recherche d'autonomie aussi et d'indépendance, de marge de manœuvre, qui ne va pas forcément se retrouver dans une grande partie des jobs qui sont disponibles en France aujourd'hui, ou en tout cas qu'on ne trouvera pas par l'exercice d'un seul et même job ou d'une seule et même activité. Et contrairement à ce que pourraient penser des personnes qui aborderaient le sujet de manière un peu, euh, un peu légère ou un peu superficielle, on n'est pas du tout sur des profils dégagés des organisations. Et ça, pour le coup, j'ai pu le confirmer avec cette seconde recherche depuis la perspective des cadres. C'est-à-dire que, y compris dans des très grandes organisations où le cumul d'activités est envisagé de manière assez normative, c'est-à-dire qu'on on le voit plus comme un exercice exceptionnel ou déviant du collectif. On est sur des profils qui sont très engagés dans l'organisation et qui vont avoir une forte capacité de travail et de loyauté, à tel point que, et donc là j'en reviens au second mémoire, j'espère que ce sera clair, à tel point que dans mes résultats, on voit que même les organisations qui sur le papier ne sont pas forcément euh, euh, très accueillantes sur le principe du cumul d'activités, vont être relativement bienveillantes dans les faits à l'égard des individus cumulatrices qui se trouvent dans leurs effectifs, voire même carrément proactifs. Dans le second mémoire, je rencontre un cadre enfin, qui est même co-gérant de sa structure, qui travaille dans le digital et qui est éditeur de logiciels et agence de com, et qui m'explique que pour certains profils, pour arriver à conserver certains profils dans son organisation, il a accepté enfin, il a accepté, il s'est plongé dans les différentes conventions collectives des activités du profil en question, qui était donc graphiste à l'intérieur de son activité, à l'intérieur de sa structure, et de mémoire graphiste dans des activités d'enseignement, enfin enseignant en graphisme, Mmh. qui du coup ne relevaient pas des mêmes conventions collectives et qui posait de véritables problématiques pour le coup de gestion. Et donc on voit dans certains cas comme celui-là, mais c'est le cas d'autres personnes interrogées, que les organisations sont capables de grands efforts, voire de grands écarts parfois avec ce qu'ils pourraient considérer comme des efforts absolument facultatifs, en tout cas qui ne relèvent pas de la seule relation contractuelle des organisations à l'égard de leurs membres pour conserver ces individus dans les organisations. Donc, pour ce qui est de te répondre sur le pourquoi, on a vraiment voilà, ces deux casquettes. Alors sur la partie, on va dire plutôt de la nécessité, en tout cas de manière contemporaine, je ne vais pas forcément m'étendre, hein, mais donc voilà, il y a forcément un lien très fort avec la nécessité de trouver sa subsistance. Sur le plan des activités plutôt de ce que je qualifiais tout à l'heure de l'appel au cumul d'activités, on va être sur ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon mémoire, qui recoupe, hein, je la regarde en même temps, la trame qui a été développée par Campion, et qui effectivement va parler de recherche de mécanismes d'enrichissement. Et donc là, on va être sur une recherche d'autonomie, sur éventuellement une forme de, de- comment dire, d'émancipation de situations managériales un peu complexes. Euh, on a vraiment cette notion de recherche d'enrichissement et de stratégie de carrière, hein. Alors, ça peut sembler très
très opportuniste quand c'est prononcé de cette manière-là, mais ce qu'on peut entendre par stratégie de développement de carrière, ça peut être aussi bien une situation, j'en ai dans le mémoire une personne du CNAM qui m'explique que dans les différentes situations de cumul connues à l'intérieur de l'organisation, il y a une personne qui a développé une activité secondaire à l'intérieur de enfin, en maintenant son activité à temps plein dans l'organisation et qui a pu comme ça tester une nouvelle activité jusqu'à finir par quitter le CNAM pour aller exercer son activité à temps plein ailleurs. Donc il y a aussi cette situation de cumul de transition. Euh, c'est pas forcément la situation qui va le plus m'intéresser dans l'absolu. En revanche, enfin, depuis la perspective des individus, j'entends. En revanche, depuis la perspective des organisations, elle est très intéressante parce que ce cumul de transition, il vient aussi taper sur la perception de la loyauté, soit de l'organisation à l'égard de l'individu, qui va lui laisser ou pas la possibilité de développer, de tester des choses dans un contexte sécure sur le plan financier, et aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire est-ce que l'individu ne trahit pas d'une certaine manière, ne trahirait pas d'une certaine manière la confiance et la loyauté de l'organisation à son égard en finissant par quitter l'organisation qui lui a permis de développer cette structure-là. Je m'attendais à retrouver un peu ce discours-là dans le second mémoire et au final, les organisations qui me parlent des situations de départ des cumulateurs et des cumulatrices l'évoquent toujours de manière assez euh, philosophe. Alors, je parlais de biais tout à l'heure. Il y a des choses qu'il est difficile de dire hein, face à un chercheur ou à quelqu'un qui n'est pas dans son organisation. C'est beaucoup plus facile de dire qu'on comprend et qu'on accueille avec philosophie que on a les boules parce qu'on a investi financièrement sur tel ou tel individu et qui se barre pour faire son activité perso en dehors de la structure. Toujours est-il que sur les discours que j'ai recueillis, on est plutôt sur des individus qui envisagent les choses de la manière suivante. Euh, c- ces différents profils, hein, chacun dans leurs histoires singulières, ont quand même des traits en commun. Ces différents profils cumulateurs étaient et sont précieux pour les organisations. Et à un moment, la question qui se posait pour les organisations, c'était de savoir est-ce que est-ce que je suis prêt, soit par effort, soit par conviction personnelle, ce qui peut arriver aussi, à déployer un arsenal, d'organisation, des efforts, logistiques pour, maintenir ces individus un petit peu plus longtemps? Ou est-ce qu'au final, j'en fais le deuil tout de suite et du coup, ce profil, que je trouve précieux, capable, très, proactif au sein de mon organisation, est-ce que je suis prêt ou prête à m'en défaire dès maintenant parce que je suis pas capable de faire évoluer ma vision de ce que c'est que la loyauté, au sein de l'organisation? Et que peut-être ce deuxième point serait le plus appréciable parce que qui ferait preuve alors j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là parce qu'il est pas approprié, de maturité vis-à-vis de certaines entreprises ou plutôt d'acceptation ou de ne pas être dans le déni d'une certaine réalité ou qu'il y a quand même pas mal de personnes, qui, vont vouloir développer une activité en parallèle et le fait d'accepter que cette personne-là développe son activité en parallèle à partir du moment où elle arrive à atteindre les objectifs ou qu'il y a un rapport de confiance qui s'est fait entre son organisation et puis, bah, la personne, c'est de partir du principe que, bah, comme tu le dis aussi dans ton mémoire de recherche, c'est que le CDI qui a été une norme ne l'est plus aujourd'hui, il ne garantit plus forcément la sécurité de l'emploi. Donc c'est aussi d'accepter le fait que, pour l'entreprise, que le CDI, ça veut plus dire contrat à vie, mais que de faire le deuil de se dire que cette personne qui peut-être en dehors du travail, développe des compétences ou des connaissances ou se forme, comme tu en parlais tout à l'heure, c'est une manière de se dire: «Tiens, c'est super», et c'est aussi moi ce que je t'avais dit quand j'avais apporté ma contribution à ton mémoire de recherche, c'est de se dire que on propose à une personne qui est dans notre organisation, dans notre équipe, heu, un terrain d'expérimentation qui est peut-être en dehors de l'entreprise ou voire même au sein de l'entreprise, mais un terrain d'expérimentation où elle va être dans l'exploration, le fait de tester certaines choses qui malheureusement, en France, on ne te donne pas le temps et l'argent de pouvoir, tester
et ce qui est plutôt dommage parce que pour moi, c'est signe d'innovation, certes aussi d'échec, mais ça te permet de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui peut être amélioré et cetera. Donc ça, c'est ma vision des choses, mais c'est de se dire que l'entreprise, si elle fait le deuil de cette idée que, bah, oui, mon salarié, un jour ou l'autre, il va partir. Tout comme, le salarié peut se dire: «Un jour ou l'autre, l'entreprise va me remercier». Ça va dans les 2 sens, bien évidemment. Mais tu penses qu'un jour, peut-être, hein, je ne sais pas, hein, tu penses qu'un jour, ça sera, vraiment, accepté, généralisé au sein des entreprises? On sera, de plus en plus peut-être payé à la compétence? Alors mon hypothèse de chercheuse, Mmh. et que j'aimerais du coup, déployer au travers de ma thèse, c'est que, les organisations qui refusent, voire même qui parfois s'organisent pour ne pas rendre possible au sein de leur structure le cumul d'activités, confondent, loyauté et exclusivité. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que, au travers des discours des différents cadres que j'ai entretenus, j'ai pu observer que les organisations qui étaient les plus agiles, à l'égard de ces profils cumulateurs étaient aussi celles qui appréhendaient le rapport de subordination, qui est quand même le rapport, sur lequel se fonde le salariat, non pas comme comme une forme un peu collaborative et non pas comme une forme de prédation sur le temps, la volonté des individus, que ces organisations ont dans leurs effectifs. Donc ça, c'est la première chose. Heu, sur ce postulat, l'idée que des organisations, demain organiseraient des espaces d'expérimentation, j'avoue que pour le moment, je suis relativement, dubitative là-dessus puisque, si on appréhende, le discours que je viens de te tenir, en termes de contrôle et donc d'éventuelle liberté, ça pose la question, que j'envisage, hein, dans ma candidature de thèse, actuellement, qui est, cette forme de paradoxe. Je disais tout à l'heure que le phénomène de cumul aujourd'hui n'est pas vraiment institutionnalisé dans les structures, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévu et organisé par les outils de gestion. La question qui se pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ce cumul d'activités qui semble témoigner d'une forme de recherche de liberté, pourrait être institutionnalisé, donc prévu par les organisations, en restant un espace de liberté. Pour le dire avec d'autres mots, au-delà de la multiplicité des situations de cumul qui, en soi, poserait déjà un une forme de problème, organisationnel, parce qu'on a presque autant de cumulateurs et de cumulatrices que de situations de cumul. Pour te donner un exemple tout bête, quand j'étais au musée du Louvre, j'ai rencontré une personne qui avait des activités en lien avec le public, qui a, développé une collection de prêt-à-porter. Bon, quelle, organisation on met autour de ça? Elle, en Mmh. l'occurrence, elle ne l'avait pas déclaré à son employeur. Mais donc quelle organisation on met face à ça? Une autre, de ses collègues, hein, à l'échelle du musée, qui elle, pour le coup, cumulait ses activités, culturelles dans le musée avec, une fonction de psychanalyste. Bon, pareil, on ne peut pas prévoir, les mêmes espaces de jeu, pour reprendre un peu les termes que tu proposais, entre une activité psychanalytique et une activité de, confection, donc une activité secondaire. Et donc, moi, à l'époque où j'étais au musée du Louvre, qui cumulait avec des activités d'enseignement et de, Mmh. programmation éditoriale. Je te donne 3 cas, mais, évidemment, je n'ai pas connaissance de tout ce qu'il se passait au sein de la communauté de mes collègues à l'époque. Mais on peut, postuler que, ces différentes situations étaient toutes extrêmement différentes les unes des autres, et que c'est peut-être dans leur essence et dans leur singularité que, relevait un attrait, ou une opportunité pour, l'organisation en question. Hem, je sais pas dans quelle mesure, c'est aux organisations de le proposer. J'aurais plutôt, tendance à penser que enfin, en tout cas, pour te faire une réponse de chercheuse, ce que j'observe aujourd'hui, c'est surtout l'inadéquation
statutaire entre la manière dont le travail est pensé, organisé, découpé en France et probablement dans d'autres pays, mais ça dépasse mon niveau de compétence, avec la réalité des appétences d'une partie des effectifs salariés et non salariés en France. Et donc, effectivement, je pense qu'à l'endroit de la conception et du découpage des activités professionnelles se posent des questions fondamentales. C'est pas pour rien que tu m'as tout de suite parlé d'intermittence du spectacle. L'intermittence amène une forme de stabilité, bah, de sécurité, d'instabilité sécure, de stabilité, d'instabilité organisée, je ne sais pas comment il faut le dire, mais c'est sur la base de ce dispositif-là que se construit la capacité bah, de toutes les forces de travail, notamment du spectacle vivant. Hein. Je n'irai pas sur l'audiovisuel, ça n'est pas mon domaine de compétence. Euh, En revanche, pour rester un poil critique sur le sujet, j'observe aussi quand même hein, dans la construction des individus, et il n'y a pas que moi qui le dis, Pierre-Michel Menger l'évoque aussi, un sociologue qui a travaillé sur les questions de l'artiste et des intermittents du spectacle, que ça provoque aussi une forme de recherche permanente du contrat qui dépasse de très très loin les individus euh, qui sont à quelques heures de boucler leur régime. Je veux dire par là que Mmh. autour de moi, il y a beaucoup d'intermittentes et d'intermittents. Contrairement à ce qu'on aimerait vouloir faire croire au niveau national, ces individus et professionnels ne s'arrêtent pas de travailler une fois qu'ils ont fait leurs 507 heures. C'est des conneries, pardon pour le terme. Euh, Mon compagnon, mais c'est un exemple qui en vaut une centaine autour de moi, a fait des années à 1000 heures. Il aurait pu s'arrêter de bosser à 507. Est-ce qu'il l'a fait? Non, parce que, une fois de plus, ça n'est pas le seul statut qui désignait son attrait et ses envies professionnelles. Tu vois. Donc oui, on est sur des enjeux statutaires et sur des enjeux de la manière dont on envisage l'appartenance à une organisation et dont l'organisation envisage l'appartenance à son collectif. Avec tout ce qui se passe, avec le changement du rapport au travail, avec, les outils qui aujourd'hui te permettent quand je parle des outils, c'est notamment, internet et moi ça me fait penser aussi en parlant des outils et des possibilités, ça me fait penser à, c'est une sociologue, une philosophe, alors à chaque fois j'oublie son nom, mais qui avait parlé, des transclasses et des personnes qui, passent d'une classe sociale à une autre. Mhm. Je ne sais plus comment ça s'appelle, qui parlait, de la méritocratie et qui abordait aussi l'idée, c'est pas quand on veut, on peut, c'est quand on peut, on veut. Quand on a les moyens, c'est beaucoup plus facile de savoir, bah, vers quoi on a envie d'aller et qu'est-ce qu'on a envie de développer. Donc pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que dans les organisations, bien évidemment, il y a autant de situations de cumul d'activités qu'il y a de situations d'environnement de travail, situations professionnelles et cetera. Mais quand tu vois que, le changement du rapport au travail avec, des personnes qui vont te dire aujourd'hui, que c'est facile de faire de l'argent ou que grâce à internet, ou que tu vois d'autres personnes qui vont, bah, un peu comme cette personne qui était, à la tête de son imprimerie, mais qui développe aussi une activité de, location immobilière ou de se retaper des biens immobiliers, et que tu vois aussi, bah, avec, toutes ces personnes qui peut-être, vont cumuler certaines activités pour se défaire du lien de subordination qu'il peut y avoir avec le manager parce que ça se passe pas super bien et puis d'une certaine manière pour eux c'est, comme tu le dis aussi dans ton mémoire, que c'est un outil émancipatoire parce que tu vas pouvoir te dégager d'une situation qui peut-être te donne l'impression d'être trop restreinte, d'être dans une situation de fragilité parce qu'aujourd'hui le CDI, c'est pas on l'a vu pendant le covid, hein, c'est pas pour autant que, ça te permet d'avoir une certaine sécurité financière, Mm. stabilité financière et cetera, même si ça joue quand même encore super c'est très important, notamment pour obtenir un bien immobilier. Mais avec tout ce qui se joue aujourd'hui, comment les entreprises ne pourraient pas, s'adapter et notamment avec, les difficultés de recrutement qu'il y a depuis, allez peut-être 2022, quelque chose comme ça et que tu vois que,
pour, pas mal de, parce que j'interviens aussi auprès de masters en ressources humaines et quand je leur pose la question chaque année, hein, j'aime bien poser la question: pour qui le télétravail sera, un critère de sélection, principal ou qui sera vraiment en tout cas, qui va Mmh. être décisif pour, le sé les sélections d'une offre plutôt qu'une autre, bah, il y en a la moitié qui lève la main, hein. Parce qu'ils Mmh. ont plus du tout envie de se prendre la tête, avec, les transports, parce que le rapport aussi spatio-temporel a vachement changé. Maintenant on Même si l'argent, c'est super important, mais le temps aussi, les tout autant et notamment la distance que tu peux avoir entre ton lieu de vie et puis ton lieu de travail. Il y en a, quand tu leur dis: «Bah, c'est à 1 heure de trajet», «Ah, c'est trop long», donc ils sont déjà dans cette logique-là. Donc comment ne pas prendre en compte tous ces paramètres avec le changement du rapport au travail et les personnes qui, cumulent plusieurs activités, par envie, par nécessité économique ou peu importe. Bah, comment ne pas prendre en compte tout ça, quoi? Et faire en sorte de se dire: «Bon, bah, de toute façon, ouais, je on verra bien, c'est peut-être un phénomène, ça va passer», et puis que le CDI, ça restera toujours, la norme, quoi. Je sais pas si ma réponse C'est pas va te grave. satisfaire, mais moi, ce que j'observe, surtout, c'est que, heu l'État et enfin, surtout le gouvernement, qui l'organise, actuellement, fait bien en sorte que la dynamique professionnelle des individus n'aille pas en ce sens. Qu'est-ce qu'on envoie comme message quand on indique, qu'on est prêt à tout remettre en cause, sur le régime de l'assurance chômage? Donc là, je parle plus des intermittents, je parle du régime tout entier. Qu'on a déjà réduit, le montant et qu'on a déjà réduit la durée, enfin qu'on n'a pas réduit le montant, mais allongé, le nombre de mois pendant lesquels il faut avoir travaillé pour pouvoir prétendre, aux allocations retour à l'emploi et que par ailleurs on a raccourci la durée de cette prise en charge et que là, on est prêt à rentrer, à passer donc en l'espace d'un mandat et demi, je crois, de 24 mois d'allocation à 12, avec moins d'argent. On envoie le message, que, je prends des termes auxquels je ne crois pas, mais que la fête est finie. Et c'est-à-dire que l'enjeu, c'est absolument pas, de, d'essayer de remettre en cause, ce qui fait que les gens n'ont plus envie d'aller bosser, quand bien même ce serait vrai, hein, je pense que c'est vraiment, loin d'être, le cas. Mais le message qu'on envoie, c'est, «Ça suffit vos conneries, maintenant vous allez aller bosser, quelle que soit la qualité de l'emploi». C'est d'ailleurs très révélateur qu'on soit passé de Pôle emploi à France Travail. Il Mmh n'est plus mh. question d'aller trouver un emploi et donc de réfléchir aux conditions de cet emploi, à la mise en œuvre de cet emploi. Maintenant, il faut aller travailler, c'est tout, point à la ligne. Donc effectivement, je ne suis pas très optimiste sur le fait que, les entreprises soient poussées à se poser ces questions fondamentales parce que on organise collectivement, au prétexte, d'économies, qui d'ailleurs, à mon avis, résoudront pas, le problème de la dette, mais ça, c'est un autre sujet. Au bénéfice, supposé d'économies, nationales, on organise en fait, le retour forcé des individus, ce qui est une certaine manière de considérer que ce temps de chômage était un temps, non travaillé, un temps inactif, un temps improductif. Or on le sait, c'est pas mon domaine de recherche, néanmoins, j'en ai vu passer sur le sujet. Ces temps de bon déjà, c'est considéré que les individus se sont évacués eux-mêmes du travail, ce qui est quand même assez caricatural et assez, stupide comme Tu pensée, m'étonnes. hein, il y a beaucoup de gens qui aimeraient retrouver un emploi, mais à qui on propose, comme tu viens de le dire, que des situations absolument, insolubles, avec des distances, énormes, des conditions, salariales, insuffisantes, enfin bon voilà, la question de l'emploi et de ce qui fait que les gens y retournent ou pas, après une période de chômage, elle est assez profonde, mais hem sur ce plan-là, il faut aussi le dire, la période d'indemnisation chômage, c'est aussi une période où les individus pouvaient prendre le risque de changer de domaine, le risque de se poser des questions sur ce qu'ils et elles avaient envie de faire pour la suite de leur parcours professionnel. Ce temps-là, demain, très prochainement, sera probablement réduit
à un temps qui enverra pour seul message que maintenant, si vous voulez vraiment vous poser des questions, vous le faites en emploi. Et je suis pas sûre que ça se fasse au bénéfice des organisations, soit dit en passant, parce que on l'a déjà tous vécu, en étant dans un collectif de travail. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour la motivation, la performance d'une entreprise qu'un collègue chiant qui a envie de partir, mais qui a pas le courage de le faire? Pas grand-chose, hein. Ça, Donc quand on travaille sur, je me le fait reconnais un petit peu, à voilà. l'époque où j'étais salarié, oui, je Quand on travaille sur le fait de retenir les individus dans les organisations, d'ailleurs, j'y pense en t'en parlant, mais il me semble que le gouvernement actuel veut aussi revenir sur les conditions de signature d'une rupture négociée. de rupture conventionnelle. D'une rupture conventionnelle, merci, pardon. Mmh. Le terme m'a échappé, j'en ai jamais bénéficié. On envoie quand même le message qu'il faut rester au travail, Mmh. quoi qu'il en coûte, pour le Quoi coup, qu'il et en quoi coûte, qu'il ouais. en coûte à Mmh. l'endroit des individus. Donc bref, tout ça pour dire que le contexte est pas spécifiquement motivant pour les organisations de se remettre en question. Hem, c'est assez fondamental, les éléments dont on est en train de parler, hein, du rapport aux individus, qui composent l'organisation, qu'ils et elles soient, salariés ou, freelance, parce qu'on sait qu'il y en a de plus en plus au sein des organisations. Ce sont des questions, assez fondamentales et dont on voit bien, hein, il suffit d'avoir, recommandé à quelqu'un d'aller chez le psy alors qu'il n'avait pas envie de le faire, il suffit pas de se trouver, dans une pièce et de se dire qu'on va faire un truc pour, se mettre au travail, qu'il soit, psychanalytique ou en termes de conduite du changement, dans les organisations. Donc effectivement, je suis pas spécifiquement, pessimiste à cet endroit, de la conduite des organisations, volontaires, par rapport à ces formes de contrats. Hem, Mmh. Après, en je termes de je forme de travail, tu vois, moi, je repense à bon, après, c'est un peu particulier, mais, il y a une personne, qui est salariée d'un centre de formation où j'interviens de temps en temps Mmh mh. et qui, bah, lui, bah, voilà, il est pas intermittent du spectacle, mais il est musicien et donc il travaille dans le marketing dans ce centre de formation et il est au 4/5e, quelque chose comme ça, donc ça veut dire qu'il travaille que 4 jours dans la semaine, Mmh. mais son employeur, lui a accordé ce jour parce qu'il sait qu'il travaille. Parfois, il part en tournée, parfois Mmh. il va travailler sur d'autres choses. Donc le fait d'être conciliant et parce qu'il y a le rapport de confiance qui se fait, auprès de son employeur, donc comme tu le dis, la loyauté, heu, permet d'une certaine manière aussi à cette personne de pouvoir, consacrer du temps à, ses activités, extra-professionnelles et personnelles. Mais, mais vis-à-vis de ton travail de recherche, et ça, c'était la question, tu te doutes bien que je fais une transition parce que j'allais te poser quand même la question, on en a parlé juste Mmh. avant de commencer. Vis-à-vis de l'évolution du phénomène du cumul de l'emploi, comment est-ce que tu le perçois, toi, dans les prochaines années, donc à court, moyen ou long terme, hein? Mmh. Pour te répondre, je fais une toute petite parenthèse parce que c'est quand même important de le dire, sur chacune de mes interventions. Le regard en France, qui est posé sur la situation de cumul d'activité, il est très polarisé. On a parlé assez rapidement des chauffeurs Deliveroo. On est toujours, dans une forme de binarité où ce cumul serait soit la pratique des dominants, soit la pratique des dominés. Donc la pratique des dominés, le cumul de subsistance, le cumul de nécessité, où on envisage assez facilement, les figures tutélaires de, la caissière à qui on donne qu'un temps partiel alors qu'elle voudrait un temps plein et qui est obligée d'aller faire d'autres activités à côté, et le chauffeur Deliveroo, qui fait ça sous le régime qu'on veut bien lui donner, donc bien souvent la micro-entreprise, alors que, il aimerait bien faire autre chose que pédaler sous la pluie. Hem et donc quand on parle des dominants, là, on est plutôt sur, une forme heu on va dire de winner de la digital globalisation, de l'économie, et d'individus qui surferaient comme ça sur le monde économique, tel qu'il est rendu possible par, les activités, et l'économie numérique. Bon, ces 2 réalités, elles existent,
c'est certain. Néanmoins, il y a une très grande, diversité de situations entre les 2. Et tout à l'heure, je parlais de frontières poreuses entre le subi et le choisi, parce on peut bien souvent pas aborder les situations de manière, binaire. L'individu dont tu parles, peut-être qu'il n'est musicien qu'1 jour par semaine parce qu'il n'a pas encore la possibilité de vivre de son art, mais que le jour où, son groupe, explose et passe sur toutes les radios de France, il lâchera son activité, Probablement. dans le centre de formation. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de cumul d'activités choisi dans son cas? Je ne sais pas. À l'inverse, enfin à l'inverse, pour rester sur cette idée-là, dans mon premier mémoire, il y avait la figure d'un individu qui faisait partie de groupes de rock. Ces différents groupes sont un peu arrivés à la fin de leur vie et au moment où on s'est rencontrés, il venait de se former pour être régisseur multimédia. C'était l'essentiel de son activité à ce moment-là. Il se trouve que c'est quelqu'un qui est resté dans mon entourage, personnel et quand on s'est recroisés et qu'il m'a demandé où j'en étais de mes recherches, il m'a indiqué spontanément qu'en fait là, il était reparti dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en multipliant les différents projets, qui s'étaient montés, sur «les cendres» entre guillemets du projet précédent, il se retrouvait à avoir tellement de propositions qu'il devait refuser certaines propositions, en tant que régisseur, multimédia. On n'a pas eu l'occasion de refaire un entretien pour le moment, mais cette situation, elle est intéressante, parce que ni dans la première, enfin, ni il y a 7 ans, ni aujourd'hui, cet individu ne me parlait de ses activités comme étant des activités subies. C'est-à-dire qu'il était arrivé, mais comme tu le dis, quand on peut, on veut. Il était arrivé à construire, une multi-activité qui soit, heu épanouissante et positive, d'un côté comme de l'autre de ses activités professionnelles. Donc, pour te répondre après cette longue parenthèse, si je prends une casquette un peu sociale, un peu critique sociale sur cette situation, hem, j'ai malheureusement aucun doute sur le fait que si les organisations restent aussi, heu rigide le cas échéant, parce que moi j'ai rencontré des organisations qui étaient plutôt, très favorables, soit dans les mots, soit dans les actes, à l'égard de ces individus. On en reparle dans 3 ans et demi après ma thèse. J'aimerais pouvoir justement, mon idée c'est d'aller, creuser l'écart entre les paroles et les actes. Est-ce que les organisations qui disent, «Les plus réactifs, j'en veux pas, moi je veux des gens à fond dans mon organisation complètement dédiés», heu, font pas vraiment des écarts et des exceptions quand ils veulent absolument retenir quelqu'un, dans leur organisation? Et à l'inverse, est-ce que les gens qui disent: «Oui, oui, c'est super», acceptent vraiment d'effectuer les efforts et les négociations de gestion qu'il faut pour rendre possible ces situations? Donc, heu dans les si je mets de côté ces gens plutôt, dans les faits, et dans les paroles assez, favorables au cumul d'activités, si les organisations qui aujourd'hui y sont opposées restent, rigides, bien qu'elles sachent pour une grande partie d'entre elles que ça va pas être possible, hein, sur le long terme. La multinationale que j'ai rencontrée me dit: «Aujourd'hui, il en est hors de question. Je sais très bien que dans 10 ans, on sera obligé d'avoir revu nos politiques RH». C'est pas pour rien. Hem, je pense qu'il y en aura davantage, mais dans quelle mesure ce cumul sera-t-il, heu, du cumul d'appels, du cumul volontaire et pas du cumul subi? Ça, je ne suis pas en mesure de l'envisager et de le prédire. La situation dans laquelle je me projette, c'est plutôt d'essayer de démontrer, si parce que, les éléments de recherche que j'identifie le prouvent, que ces profils-là sont des profils précieux pour les organisations et non pas juste parce que moi ça m'arrangerait, de l'affirmer, hein. En l'occurrence, moi je suis devenue, 100 indépendante, donc je ne cherche même pas à prêcher pour ma paroisse. En revanche, je vois bien, sur les différents éléments de recherche que je lis, que ces profils représentent une opportunité pour les organisations. Donc mon humble, tentative dans les 3 années à venir, ce sera de continuer à étudier ce en quoi ces profils sont des opportunités représentent des opportunités pour les organisations et le cas échéant d'essayer de leur en faire la démonstration. Mmh. Bon, je vois que le temps passe, hein. Moi, je resterai là à échanger avec toi et puis, à partir aussi dans tous les sens dans nos idées pour pouvoir, mener une réflexion et un fil conducteur. Donc en tout cas, j'espère que les personnes qui nous ont nous écoutent, elles ont réussi à nous suivre
Parce que, bah, c'est un sujet, de fond, tellement intéressant, passionnant, qui regroupe tellement de facteurs, enfin d'éléments, socio-économiques, juridiques, enfin juridiques probablement pour plus tard, hein, à mon avis, parce que je pense pas qu'il y ait encore des jurisprudences, mais c'est vraiment un sujet qui est d'actualité et qui, à mon avis, va se développer de plus en plus, notamment quand je vois les générations et le rapport qu'elles ont aux entreprises, pas qu'au travail, mais aux Mmh. entreprises et aussi, par rapport à cette notion d'être entrepreneur, mais aussi être entrepreneur de soi, parce qu'ils sont, très souvent, bombardés d'informations et de contenus sur, les réseaux sociaux, avec des personnes qui vont avoir une idée assez, idéalisée et fantasmagorique de l'entrepreneuriat ou d'être à Oui, son compte ou quoi que ce soit mais et ça aussi, tu vois, on en a pas aussi parlé de ça. Ouais, oui, Mais tu mais veux dire quelque chose? mais ouais, juste très rapidement, parce qu'effectivement, comme on s'est concentré sur la recherche, on n'est pas trop allé sur ces questions-là, mais il faudrait, enfin, en tout cas, je m'efforce, quand j'en parle, dans un certain nombre de cercles, de ne pas il s'agirait de ne pas idéaliser non plus la situation du cumul parce que, Mmh, même si, je conçois pour le vivre moi-même, que ça puisse être une situation très épanouissante sur le plan professionnel, j'ai aucun problème pour le coup à dire aussi que c'est une situation qui n'est pas, enfin en tout cas mon propos n'est pas de dire que cette situation devrait devenir la norme. Heu, c'est pas fait pour tout le monde le cumul d'activités, en tout cas pas de manière choisie, hein. On s'entend, mmh, si on n'a pas le choix et qu'on cumule des activités parce qu'on a besoin de payer le loyer ou l'emprunt, ben, voilà, c'est comme ça. Il y a disons qu'on n'en est pas, à cette, à ce niveau de prise de question. Hem En revanche, effectivement, en tout cas, le travail en tant que chercheuse que je mène, contrairement peut-être à d'autres profils, qui vont, effectivement être dans une forme de tentative de, répandre la bonne parole ou de promotion du cumul d'activités, c'est surtout c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire de la recherche et pas, de développer une activité commerciale autour de tout ça. C'est que j'aimerais, que en tout cas, que ce soit une possibilité qui soit offerte aux individus, aussi bien comme toi tu le fais dans le cadre de tes formations, de le faire exister comme une modalité possible de travail, aussi bien pour les individus, qu'ils et elles, s'y projettent, que pour les organisations, qu'elles envisagent, la possibilité que ça leur arrive, ce qui permettrait dans un cas comme dans l'autre de faire en sorte que ces situations ne restent pas, cachées, sous le tapis, parce qu'il existe aussi plein de situations où ces profils ne sont pas connus. J'évoquais tout à l'heure, la personne qui a développé, une une collection, de prêt-à-porter au musée du Louvre, personne n'est au courant. mmh, Moi, ça m'a été dit, entre 2 portes, mais cette situation, du coup, n'est pas gérée et du coup, elle pourrait représenter un risque, socio-professionnel pour cette personne, hem et pour, l'organisation qui la porte. Donc mon enjeu, c'est pas tant de multiplier le sujet que de continuer à l'étudier, de manière, authentique, honnête, critique, et de faire en sorte que cette possibilité, puisqu'elle existe déjà, soit, connue et offerte, à toute organisation et toute personne, qui accepterait de l'envisager comme telle, quoi. mmh. Il y a tellement de possibilités, enfin moi en t'entendant parler, je me dis: «Il y a tellement de choses qui pourraient être mis en place d'un point de vue, aussi bien dans les organisations que d'un point de vue institutionnel, que dans plein de moi quand j'interviens aussi dans des organismes de formation qui forment, qui sont envoyés donc des personnes qui sont envoyées par Pôle emploi dans ces organismes de formation pour apprendre un métier en 2 3 mois, quelque chose comme ça, donc c'est des formations courtes. Mmh. Et que enfin, en t'entendant en parler, il y a tellement de choses qui me viennent à l'idée, enfin bref. À mon avis, je pense que ça sera, un bon prétexte pour que tu puisses revenir au micro et d'aborder Avec grand aussi plaisir. d'autres thématiques parce que même, la question des risques psychosociaux, ça aussi ce serait intéressant d'en parler. Parce Mmh. que, bon, le risque psychosocial qu'on entend très souvent, dans les médias, c'est, le burn-out, hein, donc l'épuisement, psychique, psychologique, mental des personnes qui sont vraiment, soit il y a un trop plein émotionnel et qui fait que, bah, ça vide toute la carafe et il y a plus de jus, derrière et que les personnes sont vraiment sur les rotules et je sais de quoi je parle parce que moi je l'ai vécu, pas dans une forme d'intensité extrême, mais je l'ai aussi, j'ai accompagné une personne Mmh. l'année dernière qui était ingénieure et qui,
revenait de très loin, à tel point qu'il a vécu dans son appart pendant 2 ans, sans voir, ni personne, parce que c'était, très violent la manière dont Mmh. il est sorti du salariat. Bref, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais si on était amené à conclure, cet échange, qui serait peut-être l'ouverture de prochains Mmh. échanges, mais là, si tu avais envie de partager un ou 2 ouvrages, que tu considérais, pertinents pour des personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient prolonger la réflexion, qu'est-ce que tu leur, préconiserais? Alors, sur le plan des il faut savoir lire en anglais puisque l'article n'a pas été, traduit, mais je dirais que, l'article de Marcy Albauer, One Person slash Multiple Careers, qui est en Mmh. fait l'ouvrage qui a fait émerger le terme de slasher, qu'on n'a toujours pas désigné d'ailleurs, dans notre échange, mais qui est donc, ce terme qui désigne des personnes qui ont plusieurs slash, c'est-à-dire plusieurs activités, plusieurs métiers, dans leur portefeuille d'activités, on va dire ça comme ça. C'est un ouvrage, pardon, qui date de 2007, mais qui est quand même une sorte de préalable à toutes ces réflexions, en tout cas dans le monde non académique. Et peut-être enfin, je vais t'en donner 2 autres, je les ai au-dessus de moi, hein, c'est pour ça que je regarde au-dessus, je ne cherche pas Dieu. Un ouvrage pour le coup tout à fait académique de, Barley et Kunda qui s'appelle Gurus, Hired Guns and Warm Bodies, qui en fait suit, les parcours de plusieurs contractors, c'est-à-dire de plusieurs indépendants, dans le milieu de l'économie, du numérique aux États-Unis. Et pourquoi je te le cite? Parce qu'en soi, on pourrait se dire que c'est pas forcément des figures de pluriactivité, mais en fait, elles évoquent beaucoup, je le cite à cet égard dans mon mémoire, le rapport de l'appartenance des individus à l'organisation. La place des contractors est beaucoup plus, normalisée, on va dire, aux États-Unis qu'elle ne l'est en France. En France, on est quand même vraiment supposé, ne pas avoir de rapport de subordination avec un freelance, sans quoi on pourrait se voir requalifié en CDI. Donc, l'individu est censé avoir une certaine autonomie, on ne peut pas lui donner des consignes précises sur ce qu'il ou elle, a à faire. Aux États-Unis, on a un rapport un peu différent à ces profils-là et on retrouve, des récits qui sont vraiment passionnants sur, les raisons qui ont conduit ces individus à sortir du salariat ou à y retourner, voilà. Donc pareil, il faut parler, et lire en anglais, mais franchement, ça se lit, assez bien. Et donc le troisième, qui lui pour le coup est un ouvrage en français, donc ce sera, et qui est un petit ouvrage en plus, donc plus facile, qui est celui de Pierre-Michel Menger, qui s'appelle Portrait de l'artiste en travailleur, et c'est un des premiers ouvrages de recherche que j'ai lu pour mon premier mémoire. Et Menger, dans cet ouvrage, va, comment dire, essayer de démontrer, alors sa posture ne convient pas à tous les sociologues et à tous les individus qui travaillent sur ces questions, mais il essaye de démontrer comment le secteur culturel a toujours été une forme d'incubateur d'innovation, sur les transformations du travail, et comme justement cette figure, à la fois du travailleur culturel, à la fois créative, dotée d'une certaine autonomie, d'une forte capacité de travail et d'une forme d'adaptabilité, serait un petit peu le précurseur de ce qu'on chercherait aujourd'hui dans la plupart des organisations. C'est un ouvrage qui date un tout petit peu, j'ai plus l'année en tête, mais il me semble enfin, il a au moins 10 ou 15 ans. Mais il est absolument passionnant et pareil, ça se lit très bien, il n'y a pas besoin d'être issu de l'académie pour le comprendre. Et tu fais bien de souligner ce point-là parce que, partager ma vie avec une psy, c'est vrai qu'il y a certains ouvrages ou certaines revues qu'elle m'envoie, qui sont, faut être bien concentré et être en bonne forme pour pouvoir, bien comprendre. Je Heu, vois. En revanche, pour les personnes qui souhaiteraient, lire de la recherche, pour le coup, non plus sous forme littéraire, hein, puisque les 2 derniers ouvrages que j'ai évoqués sont des ouvrages de chercheurs, et issus de travaux de recherche, mais qui souhaiteraient se confronter à la lecture d'articles. Là, pour le coup, on est plutôt en général sur 20 ou 30 pages. Donc je voudrais quand même recommander chaudement cette revue de littérature systématique, de Campion,
qui date de 2020, qui se trouve très facilement sur, Google Scholar, Kern et cetera, que je tiens aussi à la disposition de celles qui souhaiteraient, me la demander. Et rappeler cet outil quand même assez extraordinaire qu'est DeepL, et qui permet aujourd'hui, à de très nombreux, scholars dans le monde, de lire de la recherche dans une langue qui n'est pas la leur et d'arriver à traduire, avec toutes les imperfections que recouvre l'outil, hein, puisque c'est quand même de l'automatisation, des articles, du monde entier dans des langues, qu'on Mmh, n'apprendra probablement jamais à parler de notre vivant. tout à fait. Et beh, je pense que ce sera, le mot de la fin. Lucie, merci beaucoup. Merci, à bientôt Jordan. À bientôt.